Déjà, l'ancien chef d'état-major des armées françaises, qui a notamment écrit un livre sur chef d'État en guerre, qui va nous parler de ce comment un chef d'État, il a été avec Mitterrand et avec Chirac, décide une telle intervention. Le cabinet Komara, un ancien Premier ministre de Guinée, qui va souligner l'importance du rôle de l'eau. Rémi Rioux, qui est le directeur de l'Agence française de développement, qui est un outil clé pour la stabilisation après un conflit. Et Pierre Buyoya, enfin, ancien président de la République du Burundi, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, qui va nous évoquer, à propos du Sahel, ce comment on peut essayer de prévenir cette ethnicisation du conflit qui est en train de devenir de plus en plus évidente. Alors, juste un mot avant de lancer le débat. Bon, gagner la guerre est beaucoup plus facile que faire la paix, et surtout faire une paix durable. Le défunt secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, avait une très belle phrase, c'était juste après le 11 septembre, « La paix est comme un rêve suspendu ». Alors il y a des paix ratées, on pense tous, on en est au 100e anniversaire au traité de Versailles, il y a des paix qui ont réussi, comme après la Deuxième Guerre mondiale, il y a ce comment on arrive à faire la paix, le rôle des interventions militaires pour faire la paix. Ce sont tous ces thèmes que nous allons aborder. Je demanderai à chacun des panélistes de ne pas parler dans sa première intervention plus de 8 minutes, de telle sorte que nous puissions aussi avoir après un échange entre nous et relancer un certain nombre des problèmes et des problématiques qui auront été posées. Je donne la parole à Nicole Niesotto, qui va donc introduire le débat. Oui, asseyez-vous. Merci beaucoup, Marc. Alors, mesdames et messieurs, les chemins de la paix ne sont pas impénétrables comme les voies du Seigneur, mais en tout cas, ça ressemble plus à des labyrinthes construits sur des sables mouvants qu'à des autoroutes droites, bien tracées, rectilignes et contrôlées. Et qualifier une expérience de paix de succès ou d'échec, c'est un processus très aléatoire. On n'a pas la même vision à l'année N+1 qu'à l'année N+4 parfois. Et donc je vais peut-être tenir des propos qui ne seront pas toujours consensuels, mais comme disait Victor Hugo, la guerre, c'est la guerre des hommes, la paix, c'est la guerre des idées, et donc si on peut débattre, ce sera évidemment mission remplie. Alors, très rapidement, puisque je n'ai que 8 minutes pour cette introduction, je vais la diviser en deux parties. Je dis cela pour tous les jeunes qui sont là. Premièrement, les chemins du haut. Deuxièmement, les chemins du bas. Ce que j'appelle les chemins du haut, c'est les chemins de la paix mondiale. On ne s'en occupe plus vraiment aujourd'hui de la stabilité du système international parce qu'on a l'impression qu'on est en paix et qu'on le sera à peu près toujours, même s'il y a des guerres régionales ou locales atroces, mais qu'on a l'impression que la paix mondiale est assurée. Alors, il faut réfléchir à ça. Je crois qu'il y a deux façons historiques d'assurer la paix mondiale. La première façon, c'est la paix par l'équilibre des forces, l'équilibre des puissances, ce qui a existé depuis que le monde est monde, par les mariages d'abord, les mariages forcés des filles de rois, puis ensuite par les alliances, les contre-alliances de refaire. Ce que l'on peut en tirer, c'est que, première leçon, la paix mondiale par le simple jeu de l'équilibre des forces, le balance of power, c'est une recette pour une catastrophe. Ça conduit toujours systématiquement à des guerres dès que l'équilibre de puissance est rompu. La deuxième solution pour faire une paix mondiale, c'est le système de sécurité collective. Alors, il est beaucoup plus récent dans l'histoire des États. Il date du XXe siècle. C'est le système de sécurité collective aujourd'hui des Nations Unies. Il est parfois efficace parce qu'il implique la définition d'intérêts communs et puis surtout des règles écrites par tous au bénéfice de tous. C'est-à-dire, il inclut l'ensemble des acteurs de la communauté internationale. Il est parfois efficace, comme il l'a été en 91 lors de la première guerre contre Saddam Hussein qui était rentré au Koweït, mais il n'est pas toujours efficace. Il est très souvent grippé, aléatoire, parce que justement, à l'intérieur, se rejoue le jeu des puissances que je présentais comme premier exemple. Et donc, deuxième petite conclusion, le système de sécurité collective est un système idéal, mais parfaitement imparfait, si je puis dire, et donc ne peut pas non plus être la seule solution.
Deux petites nuances pour terminer ce point sur les chemins du haut. Au XXe siècle sont apparues deux variantes supplémentaires pour assurer la paix du système international. La première variante, c'est la dissuasion nucléaire. Alors, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la dissuasion nucléaire est un facteur de paix mondiale, qu'il n'y aura jamais de guerre entre les États-Unis et la Chine, par exemple, à cause de cette menace d'une catastrophe existentielle. Mais je sais que ce propos n'est pas partagé unanimement, c'est un sujet de débat. D'ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée dans le Forum Normandie pour la paix, l'année prochaine, d'aborder ce débat tabou en France sur la dissuasion nucléaire au XXIe siècle. Mais en tout cas, le XXe siècle a inventé cet élément supplémentaire pour assurer la paix mondiale de la dissuasion nucléaire, dont il faut tenir compte. On ne peut pas simplement dire il faut supprimer l'arme nucléaire ou simplement dire il faut que tout le monde prolifère parce que ça assure la paix. Et le deuxième élément qu'a assuré le XXe siècle et même le XXIe siècle, c'est un élément nouveau sur lequel il y a très peu de réflexion, c'est ce que j'appelle le brouillard stratégique de la mondialisation, c'est-à-dire c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on peut être à la fois ami et ennemi, où on peut être à la fois le meilleur partenaire économique et le pire des adversaires stratégiques. Ça n'est jamais arrivé. Quand on avait un ennemi autrefois, par exemple l'Union soviétique, c'était l'ennemi total. Quand les Anglais étaient en guerre avec la France, c'était des ennemis totaux. Aujourd'hui, la mondialisation oblige à cumuler l'interdépendance économique et la confrontation stratégique. Et on ne sait pas quelle est la recette pour assurer un système de paix mondiale à partir de cette contradiction. Et c'est ça là-dessus que je voulais nous inviter peut-être à réfléchir. Aujourd'hui, la paix mondiale, ça n'est plus, j'espère, le système de l'équilibre des forces, parce que ça, c'est la catastrophe. Ça n'est pas encore le système de sécurité collective, parce qu'il existe, mais il est imparfait. Il y a toujours de la dissuasion nucléaire, dont certains, comme moi, considèrent que c'est un facteur de paix, mais il y a ce brouillard stratégique qui peut trop brouiller, justement, et qui est, à mon avis, le sujet essentiel sur lequel il faudrait réfléchir pour connaître les conditions de la paix mondiale. J'en passe maintenant au chemin du bas, c'est-à-dire tous ces multiples exemples de processus de paix. J'ai fait 3 minutes, Marc, pour l'instant. Tous ces multiples exemples de paix, de chemin de la paix, pour essayer de régler les conflits régionaux, les conflits locaux qui sont quand même mal répartis sur la planète. Alors, c'est là où je reviens à mon introduction. Il n'y a pas d'autoroute tracée une fois pour toutes, et pratiquement chaque expérience est spécifique et dont on peut en tirer des leçons spécifiques. Mais je vais quand même prendre un ou deux exemples, à la fois pour les chemins du succès et les chemins des échecs, et en tirer des conclusions pour finir. Sur les chemins du succès, alors il y a évidemment, je ne vais pas m'appesantir dessus, le succès de la réconciliation franco-allemande à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en particulier par le premier traité de la CECA en 1951, et qui montre que pour avoir une paix, il faut parler avec le vrai ennemi, c'est-à-dire qu'il faut négocier une paix avec l'ennemi et non pas avec les gens qu'on considère comme ses amis, ce qui veut dire qu'aujourd'hui au Moyen-Orient, il n'y aura jamais de paix si on exclut l'Iran. Il faut associer l'Iran au processus de paix régionaux qui pourraient être fondés. Deuxième exemple de succès, j'en ai déjà parlé, la guerre en Irak, la guerre contre Saddam Hussein qui avait envahi le Koweït en 1991. Et là, on voit que les conditions de la paix dans une intervention collective sont simples. Il faut qu'il y ait effectivement un accord de la communauté internationale. Et là, la Russie, souvenez-vous, la Russie avait voté pour, la Chine s'était abstenue. On a eu une coalition de 50 pays sous le commandement des Nations Unies, mais avec un mandat des Nations Unies, un objectif limité, sortir Saddam Hussein du Koweït, rien de plus, on ne cherchait pas à détruire Saddam Hussein, et un conseil, un cadre juridique contrôlant l'ensemble de l'opération, qui était le Conseil de sécurité des Nations Unies et le chapitre 7 de la Charte. Donc ça, c'est un exemple de succès parfaitement identifiable, dont on peut aussi tirer les leçons. Dernier exemple de succès, qui n'a rien de militaire, qui est la fin de l'apartheid en Afrique du Sud.
l'apartheid, les pressions internationales contre l'apartheid avec le vote des sanctions par le Conseil de sécurité date de 1976. Et on a eu cette idée extraordinaire de ce que Desmond Tutu a fait, la conférence de réconciliation, de paix, de vérité et de réconciliation, qui a permis à la société sud-africaine d'avouer les crimes, ce qu'on a appelé l'aveu et le pardon, d'avouer les crimes, d'avoir des amnisties, et ce qui a permis à cette société d'essayer de retrouver le chemin de la réconciliation. Ça, c'est une des grandes leçons. On ne peut pas faire la paix en évacuant le devoir de mémoire, le devoir d'aveu, le devoir de réconciliation et donc de pardon dans les processus de paix. 2 exemples d'échecs pour aller vite. Le premier exemple, c'était le traité de Versailles. Mais pourquoi ça a été un échec? Parce qu'on a voulu humilier l'adversaire, dépecer l'adversaire, anéantir l'adversaire de façon absolument, que je dirais, idéologique. Et évidemment, on a suscité, quelques années après, le revanchisme allemand. Autre exemple d'échec, alors il y en avait plein d'autres. On peut faire la guerre en Irak de 2003, même chose pour l'échec en Libye, mais l'échec du Soudan et du Sud-Soudan. Si vous vous souvenez, il y a eu une guerre atroce au Darfour qui commence dans les années 2003 et dont la solution, à partir d'une mobilisation très forte de la communauté internationale et notamment de Georges Clooney qui a ému la terre entière sur le sort du Darfour, la solution a été la partition, la création du Soudan du Sud, qui est aujourd'hui le lieu de la plus atroce des guerres civiles. Et donc, là, quelle leçon peut-on en tirer? C'est que séparer les combattants, la partition d'un pays, c'est peut-être nécessaire, ça n'est certainement pas suffisant. Aujourd'hui, même Georges Clooney ne s'intéresse plus au Sud-Soudan. Deuxième leçon, il faut de la continuité dans les efforts en faveur des processus de paix. Merci. Conclusion, 4 points. Je suis à 8 minutes. Non. 4 points. Il faut, premièrement, des processus inclusifs dans les processus de paix. Il faut parler aux ennemis, il faut intégrer les ennemis. Deuxièmement, des processus d'ownership. Il faut que les sociétés elles-mêmes s'approprient les processus de paix qu'on leur propose. On ne peut pas imposer la paix de l'extérieur. Troisièmement, l'usage de la force est peut-être nécessaire, mais n'est jamais suffisant pour imposer la paix. Et quatrièmement, il faut le temps long de l'investissement et donc du coût financier. La paix coûte plus cher que les guerres. Merci Nicole pour cette passionnante intervention, bien qu'ayant dépassé le temps imparti. Donc c'est aux dépens des autres panélistes, ce qui est une manière de susciter des conflits potentiels. Mais alors je vais justement donner la parole à quelqu'un qui est spécialisé dans l'art d'arrêter les conflits et surtout de maintenir les conflits arrêtés, qui est donc Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, en charge des opérations de maintien de la paix, donc qui est un outil fondamental pour la paix et qui est un outil aussi qui, aujourd'hui, doit être réformé. Il est le premier à en parler et il va nous expliquer tout ça. Je lui donne la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons 14 opérations de maintien de la paix, 100 000 personnes déployées sur le terrain, 80 000 militaires, 10 000 policiers, 10 000 civils, dont d'ailleurs pas mal de jeunes, de volontaires. Donc si ça vous intéresse d'aller passer quelques mois à Bangui ou au Sud-Soudan, n'hésitez pas. Parlez-en à vos parents quand même, mais n'hésitez pas. Il y a, pour simplifier, et je schématise, des opérations du type traditionnel qui se bornent à l'interposition. C'est ce qui se passe au Liban, au sud du Liban, c'est ce qui passe à Chypre, ou encore sur le Golan entre la Syrie et Israël. Et puis, et c'est surtout là où nous avons l'essentiel de nos moyens, des opérations dites multidimensionnelles où, en Afrique, au Mali, en République centrafricaine, au Sud-Soudan, en République démocratique du Congo, nous nous occupons de plein de choses, de soutenir les efforts politiques, de protéger les civils, de construire des capacités nationales ou reconstruire des capacités nationales, et nous le faisons dans des environnements qui sont de plus en plus difficiles. Il y a, avant de parler des défis que nous connaissons dans le maintien de la paix, des succès qui doivent être rappelés. Il y a beaucoup de pays, récemment la Côte d'Ivoire, le Libéria, on pourrait citer l'Angola, le Cambodge, qui se sont stabilisés avec l'appui, et je ne dirais jamais grâce à, mais avec l'appui des opérations de maintien de la paix.
il y a des défis qui demeurent dans ces pays, mais qui ne sont plus de nature à justifier des présences de type maintien de la paix. Et puis il y a tous les jours un succès qui mérite d'être souligné parce qu'on n'en parle pas assez, qui est qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de civils qui sont protégés grâce aux opérations. Puis il y a une troisième composante dont on parle encore moins, qui est qu'est-ce qui se passerait si jamais il n'y avait plus d'opérations de maintien de la paix. Par exemple au Mali, en République centrafricaine, aujourd'hui ces pays s'effondreraient. Maintenant, les défis. 1, nous sommes là pour soutenir des processus politiques, pour créer les conditions pour que des processus politiques puissent progresser. Mais dans la plupart des situations où nous sommes déployés, ces processus politiques n'avancent pas suffisamment et parfois ils sont bloqués. Et c'est un défi parce que ça nous oblige à rester plus longtemps que souhaitable et ça crée beaucoup d'incertitudes quant à la perspective de partir et de passer à une autre forme de soutien international. Deuxièmement, les environnements sont beaucoup plus dangereux. Nous avons aujourd'hui plus aucune protection au titre du casque bleu ou du drapeau des Nations Unies. Au contraire, on nous attaque au Mali, en République centrafricaine, au Congo, parce que nous sommes casque bleu ou travailleurs humanitaires et sans aucune retenue. Et ça tient évidemment à l'évolution du danger et de la menace à laquelle nous sommes confrontés avec ces groupes armés qui sont criminels, terroristes, parfois criminels le jour, terroristes la nuit ou le contraire, et qui évidemment ne sont pas du tout intéressés aux efforts de paix. Puis enfin, nous avons un troisième défi qui est la présence massive de populations vulnérables que nous devons protéger. Et ça fait que d'abord la protection civile est devenue une composante fondamentale du maintien de la paix. Au Sud-Soudan, en République centrafricaine, nous avons des personnes pour lesquelles nous facilitons l'accès humanitaire, d'autres qui sont dans des camps de personnes déplacées et qui peuvent tout simplement rester en vie parce qu'elles sont protégées par les soldats de la paix et les civils qui travaillent avec nous. Alors, tous ces défis, comment y répondre aujourd'hui ? Et je dirais très rapidement plusieurs choses. D'abord, mettre l'accent sur l'importance fondamentale des efforts politiques. Aujourd'hui, nous avons une communauté internationale divisée, un Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité donne les mandats aux opérations de maintien de la paix. Donc, pour qu'une opération de maintien de la paix existe, il faut un accord du Conseil de sécurité. En pratique, ça veut dire qu'il faut que les membres, et notamment les membres permanents, s'accordent à la fois sur le constat d'un intérêt commun à apporter une réponse à une situation donnée, et en même temps, il ne faut pas qu'il y ait des enjeux trop forts ou trop importants pour tel ou tel membre permanent, parce que sinon, on se retrouve plutôt dans le cas syrien ou dans le cas de la Libye, où les divisions sont tellement exacerbées qu'on n'a même plus assez de consensus pour créer une opération. Mais fondamentalement, nous devons mettre les États devant leurs responsabilités et leur dire, vous pouvez nous dire, et à raison, améliorer votre performance, améliorer votre efficacité, votre organisation, mais votre responsabilité est de faire davantage pour nous aider à faire les pressions nécessaires ou à exercer l'influence nécessaire pour faire avancer les processus de paix. Mais après, comment faire ? Parce que au-delà de cette nécessité d'avoir davantage d'appui politique, l'action de promotion des efforts politiques doit comprendre plusieurs aspects. D'abord, rechercher des coalitions. Aujourd'hui, nous devons travailler davantage, et nous le faisons avec les organisations régionales, sous-régionales, l'Union africaine. Nous avons beaucoup travaillé pour faire aboutir un accord de paix, certes imparfait, mais qui vaut mieux que rien du tout en République centrafricaine. Nous travaillons beaucoup également avec l'Union africaine et aussi l'organisation sous-régionale de l'Est africain, l'IGAD, pour essayer de capitaliser au mieux sur un accord encore moins parfait, celui dit accord revitalisé du Sud-Soudan. Trouver des coalitions. Aussi agir à plusieurs niveaux. Il y a le niveau national, l'accord de paix au Mali, pour le nord du Mali, l'accord dont je viens de parler en République centrafricaine, mais il y a également la dimension locale, et la plupart des situations où nous sommes actifs comportent énormément de conflits locaux pour lesquels nos collègues travaillent, d'ailleurs c'est souvent en dessous de l'écran radar, à rapprocher les communautés de manière inclusive, parce que ça ne peut pas se faire sans travailler avec
la société civile, les femmes, bien qu'il ne faille pas idéaliser, hein, parce que la société civile, ce n'est pas les gentils, elle est aussi traversée par les divisions qui génèrent les conflits. Mais malgré tout, ce travail souvent paye. On le voit au Sud-Soudan, où il y a un phénomène à la fois de dynamique positive créée par cet accord entre des chefs guerriers, accord imparfait, mais qui a eu quand même le mérite d'apaiser et de faire réduire la violence. Et en même temps, au niveau local, une multitude de rapprochements qui améliorent encore cette dynamique de paix et qui font que les conditions pour une paix durable sont tout de même un peu meilleures que ce qu'on avait pu observer il y a quelques années. Maintenant, agir au niveau régional également, parce que beaucoup des situations dans lesquelles le maintien de la paix est actif ont des composantes régionales très fortes. Au Mali, les trafics, les groupes armés, la situation au Mali participe, même si elle a des déterminants maliens, participe d'une situation, d'une évolution régionale très préoccupante. Au-delà de ça, je crois qu'il faut absolument préconiser une approche globale, c'est-à-dire ce que nous appelions hier la construction des capacités, aujourd'hui la stabilisation. Nous cherchons, et d'ailleurs je crois que c'est une approche qui est partagée par des organisations régionales, sous-régionales, par l'Union européenne, par la France dans son action au Mali et au Sahel. Nous cherchons à promouvoir une présence plus intégrée, qui ne soit pas seulement nos personnels uniformes, nos civils, mais aussi les agences de développement, les agences humanitaires. Et c'est fondamental, notamment pour appuyer nos efforts de retour de l'État. Parce que les États dont nous appuyons les capacités sont faibles. Lorsque nous appuyons leur retour, il faut que ce soit crédible. Pour que ce soit crédible, il faut qu'il y ait des services de base qui soient donnés aux populations. Et dans une première étape, ce sont les agences qui peuvent nous aider, les agences internationales, pas nous. Donc une approche globale, nécessaire sur le court terme, évidemment pour le long terme. La situation au Sahel en est un bon exemple, puisqu'elle est déterminée également par des phénomènes globaux du type changement climatique, explosion démographique, même si nos partenaires africains n'aiment pas qu'on en parle, conflits croissants entre éleveurs, fermiers, etc. etc. Dernière chose que je voulais vous dire, évidemment améliorer notre outil. Nous avons un décalage entre les attentes, les défis auxquels nous sommes confrontés et nos capacités, des forces qui ne sont pas toujours en état, bien entraînées, bien équipées, pareil pour les policiers, des questions d'organisation souvent qui font que nous avons du mal à travailler ensemble. Donc tout cela, nous y travaillons, nous avons une initiative qui s'appelle Action pour le maintien de la paix, qui comprend le volet politique, mais aussi le volet performance, entraînement, équipement, leadership, responsabilité, etc., etc. Et naturellement, c'est quelque chose qui doit se faire sur le temps long, mais qui est fondamental. Dernière remarque, et avec cela, j'aurai conclu. À travers tout ce que j'ai essayé de dire, il y a le partenariat. Je crois qu'aujourd'hui, le partenariat, la complémentarité sont vraiment des mots-clés. Aucune opération de maintien de la paix n'a jamais et ne pourra jamais résoudre en elle-même et seule une situation, mais à travers les actions que nous menons conjointement, à la fois au niveau politique et au niveau opérationnel, avec les partenaires régionaux, les organisations telles que l'Union européenne, l'Union africaine et partenaires bilatéraux comme la France et d'autres, nous augmentons nos chances de faire aboutir les efforts vers la paix. Je vous remercie. Merci Jean-Pierre Lacroix. Alors, je vais maintenant donner la parole à Henri Benteja sur comment se décide une intervention pour la paix. Et il parlera d'expérience ayant notamment été en charge à l'époque de François Mitterrand et de Jacques Chirac, dont le style était très différent. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Comment se décide une intervention pour une intervention militaire? Je pense que ça dépend des pays, naturellement. Pour la France. En France, c'est toujours le président de la République qui décide, bien sûr. Et il décide, contrairement à ce qui se passait jusqu'au début des années 90, le président de la République ne décide pas seul derrière son bureau ou sur un coin de table. Il décide, après avoir entendu toutes les parties intéressées du gouvernement et des armées, au cours d'un conseil restreint, ou de plusieurs conseils restreints d'ailleurs, quand la situation est très complexe. Et c'est là aussi, dans ces réunions qui sont devenues hebdomadaires, que les opérations sont suivies et les inflexions nécessaires sont dirigées. Mais
derrière cette question, après une quinzaine d'années passées dans les cercles de décision des opérations militaires, je crois qu'il faut essayer de définir, et c'est ce que m'avait demandé Bertrand Badi, quelles sont les principales erreurs à ne pas commettre quand on veut s'engager dans une opération, quand on vient de s'y engager. Voilà, alors j'ai essayé de les regrouper en 7 points que je pourrais appeler les 7 piliers de la sagesse, pour paraphraser Lorenz. Le premier d'entre eux n'est pas un point strictement militaire, mais il a une influence directe sur les opérations. C'est la nécessité de respecter les principes internationaux de la légitimité. Et ça, c'est un souci que j'ai rencontré chez tous mes collègues chefs d'état-major, le souci que l'action dans laquelle on engage les armées soit une action qui soit légitime et légale. Parce qu'il n'y a pas de succès possible si l'opération n'est pas perçue par l'opinion publique, si l'opération n'est pas perçue par les peuples comme étant légitime, juste, acceptable. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est se dispenser de définir clairement la finalité de l'action dans laquelle on va s'engager. C'est-à-dire, comme disait Clausewitz autrefois, les buts de guerre qu'on se fixe. Parce que la tentation est toujours grande de se réfugier derrière une proclamation, on l'a vu dans toutes les dernières opérations, d'ailleurs, il faut être clair, c'est-à-dire le caractère strictement humanitaire de l'intervention militaire qu'on projette. Il y a toujours une part de vérité, plus ou moins grande, mais derrière, il y a toujours aussi autre chose, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des buts réels, qui peuvent être seulement des buts secondaires, mais il y a toujours d'abord la question de la solidarité avec les différents alliés, il y a ensuite des questions d'intérêt économique, et puis il peut y avoir des intérêts de toute nature qui font qu'on intervient. Et je crois qu'en la matière, non seulement il faut savoir où on veut aller, mais il faut aussi savoir le faire avec réalisme. C'est-à-dire que de plus en plus rarement, on intervient seul, parce que la France, par exemple, qui est pourtant une des grandes puissances militaires aujourd'hui de ce monde, la France n'a plus les moyens d'intervenir, en tout cas de manière durable, sur un théâtre d'opération. Elle doit le faire systématiquement en coalition. Et le réalisme, ça veut dire que quand on participe à une coalition, que ça s'appelle l'OTAN, que ça s'appelle l'Union européenne, que ce soit une coalition ad hoc, comme on dit, dirigée par les Américains, le réalisme oblige à dire la part réelle d'influence qu'on espère avoir sur les décisions qui seront prises. Et quelquefois, cette influence est extrêmement limitée. Pour rien vous cacher, par exemple, dans l'opération contre Daesh, contre l'État islamique récente, il ne faut pas se leurrer, je veux dire, le poids qu'avait la France face aux États-Unis dans cette coalition était inférieur même au niveau de sa participation à la coalition. Donc définir clairement les buts, les finalités de l'opération. Troisièmement, c'est ce que disait tout à l'heure Nicole Guizotto, bien sûr, c'est croire qu'on peut résoudre une crise par une victoire militaire. La victoire militaire est souvent un préalable nécessaire, indispensable, mais totalement insuffisant. Je veux dire, on l'a bien vu par exemple en Libye il n'y a pas longtemps, en Irak aussi. Je veux dire, une paix durable, comme l'a dit aussi Jean-Pierre Lacroix, une paix durable ne peut survenir que si on réussit à faire progresser en même temps les 3 piliers que sont la sécurité, donc la partie militaire, mais aussi la gouvernance, qui est probablement le problème le plus difficile à résoudre, et puis le développement. Le quatrième erreur à ne pas commettre, c'est se fier, alors là je parle vraiment, je rentre dans le domaine militaire, se fier aux slogans, aux schémas et aux vieilles recettes. Ça c'est une grande spécialité de l'OTAN, je veux dire shock and awe, hearts and minds, effect-based operations, je veux dire, toutes les recettes systématiquement qu'on a essayé d'appliquer, je l'ai vécu dans les Balkans, en Afghanistan, au Liban. Je veux dire, tout ça, en réalité, tant qu'on en reste au niveau des
des slogans, on n'a aucune chance, aucune, de réellement parvenir à régler, même militairement, l'opération. La seule chose qui compte véritablement, et c'est le plus difficile, c'est de comprendre les motivations des différents acteurs engagés dans la crise, comprendre leur mode d'action et derrière interpréter correctement tous les ressorts profonds d'une société. Ça, c'est quelque chose que la plupart du temps, on s'épargne parce que ça demande énormément de travail et parce que la plupart du temps, il faut être honnête, nos services de renseignement et même souvent nos universitaires n'ont pas une connaissance suffisamment fine des régions dans lesquelles nous intervenons. La cinquième erreur à ne pas commettre, c'est de décider sous l'empire de l'émotion. Or, l'émotion, aujourd'hui, est un produit de notre information, de système d'information continu. L'émotion est provoquée par les images, elle est très manipulable, comme on le faisait remarquer tout à l'heure, très manipulable, et elle vise toujours le court terme. Or, le règlement d'une crise suppose, comme l'ont dit les deux précédents intervenants, suppose de privilégier le temps long. La sixième erreur consiste à céder à l'impatience. Alors ça, c'est une fois que l'opération a été engagée, bien sûr, céder à l'impatience. Généralement, au bout d'une semaine d'intervention, les médias commencent à s'interroger, à se demander si on n'est pas déjà dans l'enlisement. Alors qu'il faut quelquefois 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour résoudre une crise, comme on le sait à Chypre, comme on le sait au Liban et ailleurs, bien sûr. Céder à l'impatience, c'est évidemment une tentation permanente pour les responsables politiques, parce que les responsables politiques vivent au rythme du calendrier électoral et que l'opinion publique exige des résultats immédiats. La réalité, c'est que les militaires, eux, et encore plus, j'allais dire, ceux qui traitent des problèmes de gouvernance, ceux qui s'efforcent de favoriser le développement, ont besoin de temps. Et puis la dernière erreur à ne pas commettre, c'est de vouloir ignorer qu'une crise, aujourd'hui, ne peut être cantonnée à elle-même. Toutes les crises aujourd'hui métastasent, toutes métastasent, grâce ou à cause des réseaux sociaux. Et elles métastasent jusque sur le territoire national français, pour nous. C'est particulièrement vrai, évidemment, en ce qui concerne les réseaux islamistes, mais c'est vrai de tout. C'est vrai de toutes les crises dans lesquelles nous avons dû intervenir ces dernières années. Alors, quand on fait le bilan, finalement, il vaudrait mieux ne pas intervenir, peut-on se dire, et pourtant je ne le crois pas. Je crois qu'il faut se garder la possibilité d'intervenir pour 3 raisons. La première, c'est que une crise peut être gérable, notamment sur le plan militaire, dans les premiers mois, la première année, et elle sera après incontrôlable et risque de se développer de manière extrêmement grave pour toute une région, éventuellement même pour la stabilité mondiale. La deuxième raison, c'est que nous ne pouvons pas, laisser le monopole de l'intervention armée à des États sans scrupules, qui sont prêts à agir au nom de leurs seuls intérêts, indépendamment de tout système de valeurs, de tout système lié à ce qu'on essaie aujourd'hui d'établir, c'est-à-dire une forme d'état de droit international. Et puis je crois, la troisième raison, c'est tout simple, c'est qu'on ne peut pas se résoudre à l'inacceptable. Merci. Merci Henri Benteja. Alors maintenant, je vais donner la parole à Kabiné Komara, toujours pour rester dans la logique de la liste, qui est là un ancien Premier ministre de Guinée et qui a fait un livre, Sans eau, que serions-nous, et qui souligne à la fois le rôle de l'eau, bon évidemment avec les guerres de l'eau, mais aussi à quel point l'eau, la question de la répartition de l'eau est fondamentale pour une paix. Merci beaucoup. Je voudrais, dans la foulée de mes collaborateurs, dire que la paix a plusieurs composantes. Et une des composantes
dont l'absence peut provoquer suffisamment de crise, c'est l'eau. L'eau, c'est cet élément qui est vital, qui est irremplaçable. Elle couvre aujourd'hui 70% de notre planète. Mais cette quantité immense n'est malheureusement pas disponible en permanence et partout. On estime qu'il y a à peu près 1,4 milliard de mètres cubes d'eau sur la Terre, mais en réalité, une infime partie est disponible comme quantité comestible. Sur ce volume, il n'y a que 2,7% qui sont constitués d'eau comestible, d'eau douce, mais sur ces 2,7%, 2,1% c'est des glaciers et la neige. Donc il n'y a que 0,7% de quantité d'eau disponible pour nous à consommer. Et ça, c'est extrêmement poignant, parce qu'en plus, cette eau disponible se répartit dans le monde de manière inégale et dans des cours d'eau qui sont transfrontaliers. Ça veut dire que les cours d'eau se jouent des frontières, ils unissent les peuples et les États indifféremment des régimes, des époques. Ce qui fait que les pays qui partagent ces cours d'eau transfrontaliers sont à des moments donnés obligés de se trouver face à des défis. Suivant votre position par rapport aux cours d'eau, vous êtes dans des conditions extrêmement stressantes ou moins. Des pays comme l'Irak, comme la Mauritanie, 100% de leurs besoins en eau viennent de l'extérieur. Vous imaginez combien de fois ils sont vulnérables. D'autres, à l'inverse, sont à 100% dans des bassins frontaliers, tels que la Bulgarie. Et vous avez des cours d'eau qui unissent en Europe 19 pays, comme le Danube. Alors imaginez qu'un seul pays qui soit en amont puisse vouloir contrôler toute cette quantité d'eau. Et vous voyez ce que ça pourrait créer comme émoi dans les pays en aval. Et c'est malheureusement la situation aujourd'hui qui est devenue extrêmement inquiétante. Je prendrai quelques exemples. Savez-vous qu'en Égypte, l'Égypte qui est, comme disait Hérodote, un don du Nil, qui est tout en amont, en aval du fleuve, les Anglais, dans les années 1929, avaient pris un décret pour dire que l'Égypte, à elle seule, devait se garder 29 milliards de mètres cubes d'eau et que tous les autres 10 pays en aval ne devaient conserver que 10% des eaux. Naturellement, c'était intenable. Des années après, le Soudan s'est révolté. L'accord a été revu. Les mêmes Anglais, sur l'époque coloniale, ont décidé que ces deux pays consommeraient à eux seuls 87%. Les 10 autres pays en amont devaient se contenter de 13%. C'est devenu impossible pour les autres. Il y a quelques années, l'Éthiopie s'est réveillée. Elle a 130 millions d'habitants. 3% de sa population n'a pas accès à l'eau potable ni à l'énergie. Elle a complètement refusé ce que les Anglais avaient décidé. Elle a décidé de se développer sans accord avec l'Égypte. Elle a décidé de construire un immense barrage de 5000 mégawatts. L'Égypte a tout fait auprès des institutions internationales pour que ce barrage ne soit pas financé. Les Éthiopiens ont lancé un effort national pour collecter et construire le barrage. Morsi a failli attaquer. Le barrage est fini. Il y a 6 mois, on a assassiné l'ingénieur principal qui a construit le barrage, qui supervisait. Il faut le mettre en eau. Il faut négocier. Les Égyptiens, malgré eux, veulent négocier, n'ont pas accepté de faire partie de l'association qui a été mise en place par les autres pays et veulent que ce barrage, qui fournit donc... je rappelle que ce barrage constitue le fleuve Nil Bleu qui constitue 85% des eaux du fleuve. Et l'Égypte dit qu'il faut mettre 7 ans pour le remplir. Les Éthiopiens disent qu'il nous faut 3 ans. Les discussions sont en cours. Je vous donne un exemple. C'est le Tchad, le lac Tchad, qui est devenu extrêmement préoccupant. En 30 ans, il a perdu 90% de sa surface. Toutes les guerres sont autour, Boko Haram et que sais-je encore. Vous avez en Asie centrale des cours d'eau extrêmement problématiques qui constituent aujourd'hui vraiment le point d'orgue de la sécurité internationale. Donc l'eau, qu'on le veuille ou pas, est devenue une source de conflit potentiel. Il y a eu des façons vertueuses de la gérer. Des pays comme le mien, avec le Sénégal, la Mauritanie et le Mali,
ont constitué autour du fleuve Sénégal une organisation unique au monde qui a décidé que le fleuve est international et que tout mètre cube d'eau doit être utilisé pour les besoins communs des 4 États. Mais mieux, que tout ouvrage à construire sur le fleuve est propriété commune des États. Ce qui fait que vous réglez tous les conflits. Vous ne pouvez pas construire un barrage, faire une irrigation sans qu'on soit tous d'accord. C'est un cas particulier qui mérite d'être connu et qui, depuis, fait émule. J'ai eu le privilège de diriger cette institution pendant 4 ans et nous avons commencé donc à faire en sorte une référence au niveau mondial. Ce n'est pas le cas partout. Je vous donne un cas emblématique extrêmement poignant, c'est le fleuve Colorado. C'est un fleuve qui naît dans les montagnes rocheuses aux États-Unis, qui est censé se jeter dans la mer au Mexique. Je dis bien censé se jeter. Eh bien, aujourd'hui, les Américains ont puisé toute l'eau à la frontière mexicaine. Aucune goutte d'eau ne passe pour le Mexique. C'est le seul fleuve qui ne se jette plus dans son océan. Et pendant ce temps, Trump veut construire un mur à la frontière mexicaine et éviter que les Mexicains ne viennent aux États-Unis. Comme vous voyez, cette injustice ne peut pas être acceptée. Et la guerre de l'eau n'est pas que là, ça se profile partout dans d'autres pays. Je terminerai en disant qu'au niveau interne, les déplacements des populations sont générés par ces crises d'eau. La crise syrienne, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, a été déclenchée par l'eau. Et aujourd'hui, au Nigeria, la sécheresse fait des déplacements de population et la guerre entre éleveurs et paysans fait plus de morts que Boko Haram. 1300 personnes. Donc l'eau, c'est vraiment un sujet important dont nous devons nous inquiéter. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention avec ces éclairages passionnants et très précis, très concrets. Alors maintenant, je vais donner la parole à Rémi Rioux de l'Agence française pour le développement, qui lui aussi va nous parler très concrètement de ce comment on peut investir. Il est fondamental, il est nécessaire d'investir pour que la paix puisse tenir. C'était une des grandes leçons de l'échec de Versailles. Il y a eu après la Deuxième Guerre mondiale le plan Marshall. Et si l'Europe a tenu, l'Europe occidentale a tenu, c'est parce qu'il y a eu ces investissements massifs. Le développement est essentiel et il va nous en parler. Bien, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous. On a parlé déjà de solutions politiques. Évidemment, pour la paix, il faut un cadre politique dans lequel les acteurs s'inscrivent. On a parlé de réponses de défense pour rétablir la sécurité. Moi, je voulais vous parler, bien sûr, du troisième D, du troisième chemin de la paix, qui est le chemin du développement. Et pour vous dire, d'abord, qu'il faut le prendre en compte. C'est-à-dire, on a parfois tendance, dans le règlement des crises, à l'oublier et à se concentrer, parfois de façon un peu morbide ou un peu sur les réponses de crise et d'urgence. Il faut aussi ne pas le subordonner. On a parfois tendance à considérer les questions de développement comme secondes, finalement, ou conditionnées, finalement, à des résultats politiques ou à des résultats dans le domaine de la sécurité. Il ne faut pas non plus le considérer comme postérieur ou comme consécutif. On a parfois tendance à considérer le règlement des crises comme d'abord rétablir, cesser les hostilités, puis trouver un accord politique et seulement dans un troisième temps s'occuper de développement. Et ça, on sait que dans 60% des cas, le pays retombe éternellement dans la crise tant qu'on a raisonné de façon consécutive. Donc non, il faut absolument avoir les trois instruments, les 3D, en quantité suffisante, comme mensurable, et les avoir en même temps, et les avoir, je dirais, à égale dignité, c'est-à-dire dans leurs capacités respectives, celles des diplomates, bien sûr, essentielles, celles des militaires et celles des développeurs. Et ensuite, évidemment, compte tenu des caractéristiques de la crise, les coordonner, les articuler pour essayer de trouver la solution la plus efficace. On a, je n'entrerai pas dans le détail, mais je pourrais vous décrire bien sûr la sortie de crise de Côte d'Ivoire en 2011 et le chemin parcouru par le pays, l'Agence française de développement, dans la semaine de la fin de la crise politique,
avait débloqué 350 millions d'euros pour remettre immédiatement de l'activité. Je pourrais vous parler de ce que nous faisons en Colombie, depuis l'accord de paix, évidemment, sur le cadastre, le développement rural, en appui de la politique du gouvernement. Je pourrais parler de Guinée, je pourrais parler de République centrafricaine, bien sûr. Je n'entrerai pas dans le détail. Non, mon deuxième point, c'était essayer de caractériser précisément quel est l'apport du développement et des institutions, des maisons de développement comme l'Agence française de développement pour la paix. Quel est notre apport spécifique par rapport aux autres acteurs? Cet apport, bien sûr, on a l'habitude de le décrire en disant nous amenons le long terme dans le court terme. Nous amenons le structurel dans le conjoncturel. C'est-à-dire nous sommes ceux qui amenons dans la crise elle-même des considérations de structure. Et c'est important parce qu'on fait du développement dans les crises, évidemment. C'est le moment où des structures sont ébranlées, c'est des moments où des structures bougent et dans le moment auquel on peut agir pour changer des équilibres sous-optimaux, des équilibres négatifs qui pourraient exister au préalable à la crise. Et c'est pour ça que si on arrive trop tard, évidemment, cette opportunité finalement qu'est la crise ne peut être saisie. Mais plus profondément, au-delà de ce conjoncturel, structurel, je crois que ce qu'apportent les maisons de développement et ce qu'elles doivent en tout cas aider à libérer, c'est vraiment, et vous en avez parlé hier, je crois, avec l'archevêque de Canterbury, c'est vraiment des processus de réconciliation. C'est-à-dire, je crois que nos maisons, la façon dont nous travaillons, doivent libérer de la réconciliation entre les parties prenantes dans les pays. Je vous dis ça parce que j'ai essayé de comparer un peu systématiquement quels sont les traits d'une réconciliation réussie, et je suis très frappé de voir leur identité finalement convergence avec le travail des maisons de développement. Pour se réconcilier, il faut commencer bien sûr par, vous l'avez dit, accepter l'autre, l'accepter dans sa différence, dans son conflit, dans son opposition. Que font les maisons de développement? Elles s'appuient toujours sur l'autre, elles s'appuient toujours sur des maîtrises d'ouvrage locales, elles cherchent toujours à renforcer le partenaire et à le comprendre. Une réconciliation, ça passe par une connaissance partagée des faits, ça passe par une intelligence partagée. Que font les maisons de développement? Parfois elles sont critiquées parce que ça prend du temps, elles font de longues études avant d'intervenir pour bien comprendre les équilibres, ce qu'elles vont venir modifier. Une réconciliation réussie, c'est évidemment, ça n'est pas un retour à un âge d'or, c'est une création. C'est un troisième état, c'est un nouvel état. Que font les maisons de développement? Évidemment, leur obsession, c'est de changer la réalité, c'est-à-dire d'apporter des biens, des services aux populations pour se retrouver dans une nouvelle situation. Et puis, bien sûr, une réconciliation, cela a été dit, ça s'inscrit dans la durée, souvent dans une longue durée, avec un calendrier, avec des étapes, avec des moments de rendez-vous pour s'assurer que la crise ne revient pas. Et que font les maisons de développement? Qu'est-ce qu'un projet de développement? Qu'est-ce que le cycle d'un projet de développement, si ce n'est, dans la durée, arriver à qu'il soit repris par les populations, évidemment qu'il soit évalué à intervalles réguliers selon des cycles très précis. Donc voilà, je pense que si nous faisons bien notre travail de développement, finalement, nous apportons cette pierre essentielle à la sortie de crise, qui est, après la cessation des hostilités, la séparation des belligérants, après la fixation du cadre politique, essentiel sur le terrain, en profondeur, dans la durée, par la gestion de l'eau, par tout moyen, la réconciliation des parties. Enfin, troisième idée, je voulais indiquer que les maisons de développement, ça a été dit, les maisons de développement peuvent apporter quelque chose de plus encore. C'est que, on le sait bien, les crises sont en mutation rapide. Jean-Marie Guéhenno, qui est là, l'a écrit dans son ouvrage The Fog of Peace. Elles sont de plus en plus complexes et elles nécessitent des interlocuteurs qui ont une diversité, une agilité, pour en comprendre les différentes dimensions. Et vous voyez, une maison comme l'Agence française de développement, nous sommes 3000,
Nous avons un très grand réseau maintenant, on a 85 agences dans le monde, et c'est une maison où vous avez des ingénieurs de toutes sortes, vous avez des médecins, vous avez des professeurs, vous avez des économistes, vous avez des aliotes, vous avez donc des gens qui sont capables d'entendre ce qui se passe et d'essayer ensuite, avec des moyens et de la technique, évidemment, et en mobilisant les écosystèmes compétents, d'apporter ces solutions. Solutions qui, bien sûr, maintenant combinent des dimensions économiques et sociales, ça c'est le cœur de notre métier historiquement, qui combinent de plus en plus des questions politiques, de gouvernance, vous l'avez dit, générale, et puis bien sûr, la prise en compte maintenant des facteurs environnementaux, de la planète, du dérèglement climatique, sur lequel nous avons là aussi accumulé une grande expérience. Donc voilà un petit peu ce que nous pouvons apporter, j'espère, si nous travaillons bien dans cet effort collectif, en 3D évidemment, pour aboutir à la paix. Je crois que ce concept de réconciliation, que je trouve plus intéressant, plus riche que le concept de paix lui-même, parce que la paix c'est un état finalement, c'est un idéal. La réconciliation c'est à la fois un but et c'est aussi une méthode. C'est aussi une méthode précise, faite, recherchée par des professionnels et dont j'ai cherché à vous présenter le métier. Le président Macron, évidemment, met beaucoup d'énergie aujourd'hui, à la fois dans l'effort de sécurité, c'est ce qui se passe dans le Sahel par exemple, mais il a allumé, renforcé, structuré le moteur, le métier de développement. L'Agence française de développement est passée de 8 milliards d'euros de financement annuel en 2015 à 14 cette année, donc c'est une transformation considérable de format, d'ambition, et de plus en plus nous allons dans les crises évidemment au contact avec les collègues de ces réalités qui sont les plus difficiles. Merci. Merci Rémi Rioux. Alors, je donne maintenant la parole à Pierre Bouyoya, qui est, on l'avait déjà dit, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, mais qui, aussi au vu de son expérience de ex-président burundais, va nous parler à propos de cette situation au Mali et au Sahel, du risque qui est en train de monter, de celui d'une ethnicisation du conflit. Il en connaît mieux que tout le monde les conséquences dévastatrices, et quels moyens aussi est-il possible d'utiliser pour bloquer un tel engrenage. Oui, comme je représente l'Union africaine dans ce débat, et je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question concernant le Sahel, parler des chemins de la paix préconisés par l'Union africaine, qui est une organisation qui travaille au niveau continental et qui essaie de promouvoir la sécurité collective en Afrique. Je vais développer 4 points. Le premier point, pour l'Union africaine, le premier chemin de la paix, c'est la prévention des crises. Et la prévention des crises pour faire en sorte que les conflits qui existent, que les conflits ne se manifestent pas, surtout pour que les conflits ne se développent pas dans des manifestations de violence. Et si cela arrive, qu'on puisse maîtriser cela. L'Union africaine, c'est le premier point qu'elle préconise. Et pour cela, elle a développé des outils multiples. Et la prévention, ça a à voir avec beaucoup de choses. D'abord, c'est la gestion politique, la gestion économique, pour éviter qu'il y ait de l'exclusion, des inégalités, et qui, à la longue, conduisent au conflit, à la guerre. Dans les pays africains surtout, comment gérer la diversité
dans les différents pays et éviter l'exclusion, surtout l'exclusion des minorités. Et à cet effet, l'Union africaine, par exemple, a développé ce que nous appelons la charte pour la démocratie, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Parce que ce sont les défaillances dans ces domaines qui amènent à ce qu'il y ait des crises. Maintenant, quand la crise est là, les tensions se manifestent. Comment faire en sorte que cela ne se développe pas dans une violence généralisée? C'est l'autre approche, c'est l'approche de la médiation. La prévention et la médiation, ce sont les deux voies privilégiées pour la paix en Afrique. À cet effet aussi, en ce qui concerne la médiation, l'Union africaine a développé, par exemple, ce que nous appelons l'architecture africaine de paix et de sécurité, qui appelle à la médiation à différents niveaux. Par exemple, vous verrez que chaque fois qu'il y a un conflit quelque part sur le continent, au Mali, en Centrafrique, en Somalie, la Commission de l'Union africaine met en place un représentant spécial ou des envoyés spéciaux pour essayer de faire en sorte que la crise ne dégénère pas. L'Union africaine a développé plusieurs mécanismes, même au niveau central, s'est doté des outils dont le rôle est essentiellement la prévention et la médiation. Le Conseil de paix et de sécurité, qui est chargé de la gestion des conflits au quotidien. Ce que nous appelons le Conseil des sages, c'est-à-dire un groupe de personnalités africaines à la disposition du président de la Commission et qu'il peut envoyer aux différents coins du continent pour faire en sorte qu'un conflit qui s'annonce là-bas n'éclate pas ou ne dégénère pas. Ces dernières années, on a beaucoup élaboré sur cette affaire de médiation en essayant d'inclure tout le monde, les personnalités politiques, les anciens présidents, les anciens premiers ministres, mais aussi aujourd'hui les femmes. L'Union africaine a développé un réseau important de femmes médiatrices, alors qui font la médiation au niveau des États, mais aussi au niveau de la base, pour soutenir les systèmes nationaux de médiation. Alors, qu'est-ce qui réussit, qu'est-ce qui ne réussit pas? Évidemment, la prévention ne réussit pas toujours. Si la prévention réussissait à tous les coups, il n'y aurait pas de guerre. Maintenant, la médiation, c'est la même chose. Il y a beaucoup de cas de médiation réussis, comme il y a beaucoup de cas de médiation qui ne débouchent pas à la paix. Ou alors, qui débouchent à la paix pour un moment, et puis la paix est rompue. Alors, je peux donner des exemples dans lesquels j'ai participé personnellement. L'Union africaine avait fait une grande médiation pour accompagner les deux Soudans à se séparer. Il avait mis en place ce qu'on appelait le panel de haut niveau de l'Union africaine pour le Soudan, dont je faisais partie. Ce panel a fait un travail extraordinaire à accompagner l'indépendance du Soudan du Sud, mais après 2 ans d'indépendance, la guerre a éclaté de nouveau. Une médiation qui a réussi, mais qui n'a pas nécessairement conduit à la paix. Il y en a plusieurs. Alors, le troisième point, la troisième approche, le troisième chemin de la paix,
préconisé par l'Union africaine, c'est l'intervention. Bien sûr, la médiation ne réussit pas toujours. On tente la médiation pour empêcher les conflits éclatent, mais malgré tout, la guerre commence. Il faut alors une nouvelle médiation pour qu'il y ait le cessez-le-feu. Et généralement, quand les parties en conflit ont accepté d'arrêter la guerre, de faire cesser le feu, vient alors un processus stoppé, un processus de négociation qui aboutit à l'accord de paix. Et l'intervention, c'est souvent pour aider les parties en guerre. Alors, je reviens ici à l'exposé de M. Jean-Pierre Lacroix sur le maintien de la paix. L'Union africaine est fortement engagée dans les opérations de maintien de la paix. Généralement, qu'est-ce qui se passe? L'Union africaine intervient en premier lieu et puis vient les Nations Unies, parce qu'au Mali, par exemple, l'Union africaine a intervenu pendant 6 mois en Centrafrique et puis a fait place aux Nations Unies parce que l'Union africaine est tout près des théâtres d'opération. Les opérations de maintien de la paix, il y en a d'intervention, il y en a qui réussissent, il y en a d'autres qui échouent, il y en a qui réussissent à un moment, mais qui ne produisent pas la paix. On pourrait donner de multiples exemples. Alors, le dernier point, c'est la consolidation de la paix. Parce que quand il y a eu un processus de paix, un accord de paix, accompagné même d'une opération de maintien de la paix de l'Union africaine ou des Nations unies, à un moment donné, il faut se retirer. Mais il faut se retirer en s'assurant que la paix a été consolidée. C'est ce qu'on appelle les opérations de reconstruction de post-conflit, reconstruction des institutions politiques, reconstruction des institutions militaires, mais reconstruction aussi économique. Et ici, on retombe dans le développement. Alors, je voudrais répondre quand même répondre à la question du Mali. Comment arrêter les conflits communautaires dans le centre du Mali, en particulier les conflits entre les Peuls et les Dogons? Je crois que là-bas, il faut d'abord que le Mali et ses alliés aient la capacité d'arrêter les massacres. C'est la première chose. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous parlez avec les Maliens, on appelle ça conflit intercommunautaire. Ils ne veulent pas qu'on appelle ça conflit interethnique, conflit communautaire. C'est une question d'appellation. Mais moi, je dis que si vous n'avez pas les capacités d'arrêter les massacres intercommunautaires, ce conflit-là, petit à petit, il va se transformer en confrontation interethnique qui va durer des décennies. Parce qu'une fois que le sang est versé au nom de l'identité, c'est quelque chose qui va durer. Alors, 1, arrêter le massacre. 2, le dialogue. Il faut un système de médiation entre ces communautés et ce dialogue devrait être fait par les Maliens eux-mêmes. Ce n'est pas une histoire des Nations Unies, ce n'est même pas une histoire de l'Union africaine. Je pense que la société malienne a à son sein des personnalités, surtout qui viennent de ce coin, qui connaissent la société, qui peuvent faire la médiation. Alors, une fois que la médiation est faite, il faut consolider la paix. Il faut alors retourner aux causes du conflit. Quel est le problème du conflit là-bas? Pourquoi les Peuls et les Dogons aujourd'hui s'entretuent alors qu'ils ont vécu
pendant des siècles ensemble. C'est parce qu'il y a un système de manipulation là-bas de ce qu'on appelle les djihadistes, que nous, Union africaine, nous appelons terroristes. Il y a un système de manipulation basé sur les conflits locaux, surtout les conflits des ressources, la terre, l'eau, l'accès aux ressources d'une manière générale, mais aussi il y a la manipulation des abus de l'autorité, là où il y a l'autorité, mais il y a aussi malheureusement l'absence de l'autorité à tel endroit. Il faut alors apporter des solutions à ces problèmes. Il faut régler les conflits liés aux ressources naturelles. Il faut régler la question de la corruption des agents de l'État, mais surtout il faut remettre l'État à ces endroits. Parfois l'État n'est plus là. Donc je crois qu'on peut trouver un système local basé réellement sur la responsabilisation des locaux et puis la communauté internationale, l'ONU, les ONG, et tous les gens chargés du développement, ils peuvent aider. Mais je crois que la responsabilité première de régler ces conflits, pour moi, elle appartient au Mali. Moi, je dis toujours, l'ONU n'a pas de solution pour ce problème. L'Union africaine non plus, mais le Mali doit pouvoir avoir des solutions. Malheureusement, la meilleure solution aurait été la prévention, parce que les gens auraient pu prévenir ce conflit. Moi, je suis dans ce pays depuis quelques années, j'ai vu naître ce conflit. Le plus déplorable, c'est qu'on n'a pas pu intervenir à temps pour prévenir, parce que c'était possible de prévenir. Alors, le Mali, ce n'est pas le centre. Maintenant, mon message, c'est de dire qu'il faut prévenir là où ce conflit n'a pas encore arrêté, n'a pas encore... ne s'est pas encore manifesté, sinon le centre va continuer à s'agrandir. Merci. Merci Pierre Bohilia. Alors nous sommes malheureusement arrivés à la fin de ce débat. Nous n'avons pas le temps de faire dialoguer entre eux, même un minimum, les panélistes. Juste pour conclure, en 1 minute, je vais demander à Jean-Pierre Lacroix, en tant que secrétaire général adjoint de l'ONU, en 2 mots, qu'est-ce qu'il a tiré comme leçon de ce débat? Merci beaucoup. Je ne me sens pas ni la légitimité ni la qualité pour même tenter de résumer, mais j'ai retenu en tout cas l'exigence des partenariats. D'ailleurs, le panel reflète cette exigence avec le développement, l'Union africaine, les militaires, le politique. Deuxièmement, l'exigence de compréhension et d'effort de compréhension des conflits dans leur complexité. Les aspects de compétition et ressources, les aspects de gouvernance, les aspects culturels et religieux, tous ces aspects doivent être pris en compte, et c'est un effort, parce que ça veut dire échapper à la simplification, ce risque dont parlait le général Benteja. Aussi échapper à l'impatience, parce que ces conflits, ils se résolvent sur le temps long. Ça ne veut pas dire définir une réponse et ensuite la suivre sans changement pendant 10 ou 15 ans, mais ça veut dire faire cet effort de compréhension de la nécessité d'un effort sur le temps long qui est contraire aux exigences politiques qui caractérisent les gouvernements, mais aussi les États membres des Nations Unies. Dernière remarque peut-être, l'exacerbation des divisions au sein de la communauté internationale complique beaucoup ce travail d'effort de paix, parce que notre secrétaire général des Nations Unies parle à la fois de réchauffement climatique, mais aussi de réchauffement politique. Et ce réchauffement politique, ce n'est pas simplement les rivalités entre les grandes puissances, c'est un climat de tension qui percole à tous les niveaux et qui rend beaucoup plus difficile ces efforts de prévention et de règlement des conflits. Et je crois que ça limite énormément nos marges de manœuvre, ça nous force à faire davantage d'efforts, et pour reprendre, et j'en finirai là, la métaphore routière de Nicole Guézotto, souvent on ne trouve pas, les autoroutes sont fermées, et même les routes secondaires aussi,
il faut prendre des chemins de traverse, parfois des chemins escarpés, rocailleux, pour arriver à trouver un peu d'espace, malgré ces contraintes très lourdes que font peser aujourd'hui à la fois l'ampleur des défis, mais aussi ces divisions politiques croissantes. Voilà. Merci Jean-Pierre Lacroix, merci donc à tous nos panélistes et merci à vous d'avoir suivi aussi attentivement le débat. Bien, mesdames et messieurs, je vais vous demander de rester assis puisque la plénière se continue. Remercier l'ensemble de nos intervenants, Marc Semo pour la modération de ce panel. Et on l'a vu, on le voit depuis hier, les sujets relatifs à la guerre, à la paix, ce n'est pas uniquement des sujets qui intéressent les États, les grandes puissances, ce sont des sujets qui concernent directement la vie des gens. Et c'est vrai que replacer l'humain au cœur de nos échanges, au cœur de nos réflexions et de nos débats, c'est ça qui fait l'âme, la particularité de ce forum Normandie pour la paix, Frédéric. Dans notre série Un témoignage pour la paix, découvrons maintenant l'histoire de la danseuse syrienne Yara Al-Asbani. On regarde. Je suis syrienne et je suis arrivée en France en 2015. Depuis que j'étais petite, c'était le rêve de mon père que je serais une danseuse. On a arrêté mon père en 2014. Il était torturé jusqu'à la mort. Et puis, j'étais menacée moi-même et j'étais obligée de quitter la Syrie le plus vite possible. Je suis allée en Turquie, j'ai resté là-bas pendant 1 an. J'ai dansé là-bas, je travaillais aussi à côté et puis je suis venue en France. Je suis arrivée avec ma mère, ma grande sœur et mon petit frère. On était à Rochefort. C'était un choc parce que c'est une culture différente, la langue c'est différente. Et je n'ai pas parlé même pas un mot français, donc c'était difficile de communiquer, de se présenter, de rencontrer des gens. Et puis, je suis venue à Paris toute seule pour étudier, pour travailler. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré l'association Pierre Claver. Ça m'a aidé beaucoup à voir la société ici, comment ça marche, comment les gens comprennent les choses. Les blagues françaises, j'ai appris tout ça, donc je peux dire que j'étais bien intégrée grâce à cette association. Bien sûr, j'avais le sentiment de la colère à l'intérieur de moi après quitter mon pays aussi brutalement comme ça. J'ai décidé de me calmer avec la danse, avec le mouvement. C'est très beau, le mouvement, c'est très important qu'on soit proche de notre corps, de soi-même. Et ça fait la paix intérieure. La danse, c'est un outil pour moi pour partager mon histoire et mes rêves aussi. Ça calme en fait. Je voudrais enseigner des enfants à la danse contemporaine. Là, je vais commencer en Jordanie, dans le camp de Zaatari. Je voudrais faire des ateliers de danse, d'expression, qu'à travers leur corps, qu'ils trouvent la paix intérieure. Je voudrais la paix pour tout le monde, partout.